En 2008, le Barça a pris une décision qui a choqué tout le monde. Ils ont recruté un entraîneur qui n'avait jamais entraîné une équipe première. Le résultat, 6 trophées en une seule année, un exploit jamais réalisé par le passé. Des joueurs d'autres équipes ont avoué que le simple fait de voir le nom du Barça sur la liste des rencontres leur donnait l'impression de perdre avant même de jouer le match. Barcelone est la meilleure équipe que j'ai affrontée dans ma carrière. Tels étaient les mots de Sir Alex Ferguson, sans doute l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football. Après que son équipe de Manchester United a été battue par Barcelone lors de la finale de la Ligue des Champions de 2009. Cette victoire a été un véritable tournant pour une équipe qui, à peine un an plus tôt, était encore en difficulté. Le Barça ne pouvait gagner aucun trophée. Ses performances étaient instables et l'équipe était loin d'être aussi forte qu'elle le serait par la suite. Alors comment Pep Guardiola a-t-il transformé Barcelone en l'une des équipes les plus impressionnantes de l'histoire du football? Et quel a été le contenu de la conversation entre Guardiola et Messi qui a changé le football pour toujours et a fait de cette équipe du Barça la meilleure équipe de l'histoire? En 2008, la direction du club était en plein débat pour savoir qui devait prendre les commandes de l'équipe. D'un côté, il y a José Mourinho, qui a largement fait ses preuves à Porto et à Chelsea. Et de l'autre côté, il y a un candidat inconnu, Pep Guardiola, un ancien joueur sans aucune expérience en tant qu'entraîneur de haut niveau. Mourinho semblait être le choix le plus sûr. Il avait remporté de nombreux trophées, il avait de l'expérience et il avait suffisamment de courage pour assumer son rôle. Mais Guardiola, il était un gros risque. À 37 ans, sa seule expérience d'entraîneur se limitait à une saison avec le Barça B, dans la 4e division espagnole. Certes, il avait conduit cette équipe à la promotion, mais là, on parle de la première équipe de Barcelone, considérée comme l'une des plus grandes du monde. Le scepticisme était très fort, les supporters étaient très inquiets et se demandaient si la direction du club n'avait pas perdu la tête. Les médias se sont amusés à remettre en question la décision de confier un club en crise à un entraîneur débutant. Même certains joueurs n'étaient pas persuadés que quelqu'un qui, quelques années auparavant, avait été leur coéquipier et n'avait aucune expérience en tant qu'entraîneur puisse les diriger. Le Barça était dans le pétrin. L'équipe a terminé la saison 2007-2008 sans aucun trophée, avec un énorme écart de 18 points avec le Real Madrid en Liga. L'équipe commençait à vieillir, la discipline se détériorait et le beau football qui avait été autrefois leur symbole n'existait plus. En engageant un entraîneur qui n'avait pas encore fait ses preuves, le club semblait jeter de l'huile sur le feu. Alors la question que tout le monde va se poser maintenant est: qu'est-ce qui a poussé le Barça à faire un tel pari en choisissant Guardiola? En fait, quelques critères importants ont fait basculer la décision en faveur de Guardiola plutôt que Mourinho. Tout d'abord, il y a sa profonde compréhension de la philosophie du club. Guardiola est passé par la Masia, le célèbre centre de formation de Barcelone, et a passé la majeure partie de sa carrière de joueur au sein du club. Il connaissait la mentalité et la culture du Barça par cœur. Ensuite, il y avait sa vision de l'équipe. Dans son interview, Guardiola a présenté un plan détaillé de réorganisation de l'équipe, de promotion des jeunes joueurs et de mise en œuvre d'un style de jeu de haute intensité basé sur la possession. Cela correspondait parfaitement aux valeurs traditionnelles et au style de jeu de Barcelone. Et le facteur le plus important est sans doute la relation de Guardiola avec Johan Cruyff, ancien joueur et entraîneur légendaire du FC Barcelone. Cruyff, toujours très influent du club, a donné son approbation à Guardiola. Cette validation a pesé lourd dans la balance auprès du conseil d'administration. En fin de compte, le Barça a choisi de prendre le risque. Il a renoncé à la réputation de Mourinho et a misé sur le potentiel de Guardiola. Cette décision allait changer complètement l'histoire du football. Avant l'arrivée de Guardiola, Barcelone était un grand club qui ne savait pas se relever. L'équipe avait du talent, mais manquait de stratégie et de cohésion. L'équipe s'appuyait trop sur le talent individuel plutôt que sur une stratégie collective. Ronaldinho, qui fut un temps le meilleur joueur du monde, n'était plus à son prime et son style de vie de fêtard devenait une source de préoccupation. La défense était fragile, avec 43 buts encaissés en championnat cette saison-là. Le Barça avait besoin d'une restructuration complète et misait donc sur Guardiola pour la réaliser. Mais personne ne savait que les toutes premières mesures prises par Guardiola en tant qu'entraîneur allaient provoquer une véritable révolution dans l'équipe. Il était sur le point de faire bouger les choses d'une manière que personne n'avait vu venir. Imagine un entraîneur sans expérience qui débarque dans son nouveau club et qui renvoie immédiatement les meilleurs joueurs de l'équipe. C'est exactement ce qu'a fait Pep Guardiola à Barcelone. Mais pourquoi un entraîneur débutant prendrait-il un tel risque? Quand Guardiola est arrivé dans le vestiaire du Barça pour la première fois en tant qu'entraîneur, il a eu la chance d'avoir à sa disposition
disposition une équipe remplie de superstars. Ronaldinho, meilleur joueur du monde et Ballon d'Or 2005, était encore dans le groupe, tout comme Deco, le maestro du milieu de terrain qui était l'une des stars de l'équipe barcelonaise, était lui aussi présent. Mais Guardiola a préféré ne pas se fier uniquement au nom des vedettes. Guardiola a donc pris une décision qui a laissé tout le monde sous le choc. Il a décidé de vendre Ronaldinho et Deco. Il ne faut pas oublier que Ronaldinho n'avait que 28 ans et qu'il était toujours considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Les supporters ont été furieux. Les médias se demandaient si Guardiola était bien sain d'esprit. Même au sein du club, certains ont exprimé leur désaccord. Comment un entraîneur débutant pouvait-il justifier de se débarrasser de deux des meilleurs joueurs du monde ? Malgré tout, Guardiola n'en avait pas fini. Il ne voulait pas seulement se débarrasser des anciens, mais aussi apporter de la fraîcheur. Il a promu plusieurs jeunes joueurs issus de la célèbre académie La Masia de Barcelone, dont Sergio Busquets et Pedro. Guardiola a misé sur la jeunesse et les talents propres à l'équipe. Les réactions ont été rapides et violentes. Les supporters se sont inquiétés du fait que Guardiola était en train de détruire une équipe brillante. Les médias ont vu venir le désastre. Les critiques ont fait valoir que Barcelone avait besoin de joueurs expérimentés pour être compétitifs au plus haut niveau, et non de jeunes joueurs sans expérience. Comment ces changements radicaux allaient-ils affecter l'équipe ? Telle était la question sur toutes les lèvres à l'approche de la saison. Guardiola prônait un énorme pari. En cas d'échec, sa carrière d'entraîneur risquait d'être terminée avant même d'avoir vraiment commencé. Mais Guardiola avait une vision claire. Il ne s'est pas contenté de changer les joueurs, il a changé toute la culture du club. Il a introduit de nouvelles règles strictes, comme l'interdiction des téléphones portables dans les vestiaires. Il a insisté sur l'importance pour les joueurs de nouer des liens en dehors du terrain afin d'améliorer leur entente sur le terrain. Il a commencé à mettre en œuvre un nouveau style de jeu qui privilégiait la possession du ballon et les passes courtes et rapides. Les résultats ont commencé à apparaître. Pedro, l'un des jeunes joueurs promus, a eu un impact immédiat. Il est devenu le seul joueur espagnol à marquer dans les 6 compétitions officielles au cours de la saison 2009. Busquets s'est rapidement imposé comme un joueur clé au milieu de terrain et qui, petit à petit, a pris la place du grand Yaya Touré. L'équipe a commencé à se renforcer, jouant un football à la fois beau et efficace. La vision de Guardiola pour le Barça commence à prendre forme. Il voulait une équipe qui incarne la philosophie du club, pratique un football élégant et remporte des trophées. Mais les décisions courageuses de Guardiola allaient être mises à l'épreuve pour la première fois. Au début de la nouvelle saison, tous les regards se tournent vers Barcelone. Le pari de Guardiola serait-il payant ou se retournerait-il contre lui ? La réponse à cette question est tombée plus vite que prévu, car les premiers matchs de Guardiola ne se sont pas déroulés comme il l'a souhaité. Ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde complètement surpris. Barcelone, l'équipe qui était censée marquer le début d'une nouvelle ère de domination, s'est inclinée 1-0 face à Numancia, une équipe qui venait tout juste d'être promue en première division. Le début était catastrophique et les choses ne se sont pas améliorées lors du deuxième match. Le Barça n'a pas pu faire mieux qu'un match nul 1-1 contre le Racing Santander. 2 matchs, 1 point et soudain les critiques ont commencé à tomber. Les fans de Barcelone qui s'étaient montrés sceptiques à l'égard de la nomination de Guardiola s'étaient probablement réjouis de cette situation. Les médias, toujours à l'affût d'une histoire juteuse, ont commencé déjà à parler du temps qui restait encore à Guardiola en tant qu'entraîneur. Certains ont même demandé son licenciement, argumentant que le Barça avait besoin d'une personne plus expérimentée à la tête de l'équipe et non d'un débutant en train d'apprendre le métier. Même dans le vestiaire, certains ont commencé à douter. Pedro, l'un des jeunes joueurs promus par Guardiola, se souviendra plus tard de la tension de ses premiers jours. « Je me souviens que c'était des moments difficiles, surtout pour Pep qui était sous une forte pression », a-t-il déclaré. Mais Guardiola, au lieu d'abandonner, est allé jusqu'au bout de ses idées. Il a effectué des ajustements tactiques importants, avec un style basé sur la possession du ballon qui allait devenir par la suite sa principale signature. Il a travaillé sans arrêt avec les joueurs, leur apprenant les passes courtes et les mouvements constants qui, selon lui permettraient de débloquer les défenses. Les changements n'ont pas donné de résultats immédiats, mais l'équipe a lentement commencé à s'adapter. Les statistiques de possession ont augmenté, les passes sont devenues plus précises et la confiance de l'équipe s'est renforcée avec chaque séance d'entraînement. Puis est arrivé le moment décisif. Après ses premiers échecs, Barcelone a entamé une remarquable série de 21 matchs sans défaite. Soudain, les critiques ont cessé. Les supporters qui demandaient sa démission se sont mis à chanter en son honneur. Le FC Barcelone de Guardiola pratique désormais un football à la fois beau et d'une efficacité impressionnante. Il domine ses adversaires en réalisant des scores tout à fait incroyables. En Liga, il gagnait facilement.
6-1 contre l'Atlético Madrid, 5-0 contre le Deportivo La Corogne, 6-0 contre Malaga, mais aussi en quart de finale contre le Bayern Munich qu'ils ont battu 4-0. Mais le vrai succès est arrivé plus tard dans la saison, lorsque le Barça a écrasé son plus grand rival, le Real Madrid, sur le score de 6-2 au Santiago Bernabéu. Cette saison-là, les Barcelonais ont battu le Real Madrid lors du Classico en aller et retour. Ils étaient imbattables. Certes, les débuts ont été difficiles, mais ensuite, l'équipe a connu une période de domination qui a redéfini ce qui était possible dans le football. La vision de Guardiola pour Barcelone allait au-delà des simples victoires de match. Il a introduit un style de jeu qui a révolutionné le football. Guardiola a introduit les principes clés du tiki-taka dans son équipe. Les passes courtes, les mouvements constants et la possession du ballon étaient au cœur de cette philosophie. Le système visait à faire circuler le ballon à travers différents canaux, en créant des espaces et des opportunités grâce à des séquences de passes complexes. Au début, les joueurs ont eu du mal à maîtriser les exigences de ce nouveau style de jeu. Même des talents de classe mondiale comme Xavi et Iniesta se sont sentis perturbés par sa complexité. Le nouveau système exigeait un niveau de précision et de compréhension très élevé. Le système de Guardiola était différent de celui des précédents entraîneurs de Barcelone. Il mettait l'accent sur la fluidité et les transitions rapides au détriment des notions traditionnelles de positionnement. Les défenseurs contribuaient à l'attaque, tandis que les attaquants avaient des responsabilités défensives. Ce système constituait en quelque sorte une réimagination moderne du football. Alors que l'équipe s'efforçait de maîtriser le tiki-taka, des doutes ont surgi quant à son efficacité face à des adversaires de haut niveau. Mais l'équipe de Guardiola a répondu sur le terrain et a prouvé le potentiel du tiki-taka lors des matchs qui ont suivi, notamment lors de la victoire 6-2 contre le Real Madrid qui était la plus marquante cette saison-là. Le Barça a appliqué son système et a joué en toute liberté malgré la pression exercée par les Madrilènes, en exploitant les faiblesses défensives grâce à des passes rapides à une touche de balle. La philosophie de Guardiola, qui consiste à défendre par la possession du ballon, s'est montrée révolutionnaire. Barcelone pressait haut pour récupérer rapidement le ballon, ce qui conduisait souvent à des contre-attaques immédiates qui prenaient les adversaires au dépourvu. Au fil de la saison, le tiki-taka a complètement transformé les résultats de l'équipe. Ils ont dominé les matchs de telle sorte que leurs adversaires se sont sentis complètement impuissants. Le système du tiki-taka a permis de tirer le meilleur des joueurs comme Xavi et Iniesta, qui avaient une capacité incomparable à contrôler le tempo et à exécuter des passes très précises. Les adversaires se retrouvaient souvent à courir après des fantômes, incapables de gagner la possession du ballon alors que Barcelone faisait des passes très facilement. Lorsque les adversaires avaient le ballon, Barcelone le récupérait rapidement grâce à son pressing haut. Ce style a usé les équipes adverses aussi bien physiquement que mentalement. La révolution tiki-taka de Barcelone a connu un grand succès, mais Guardiola a senti qu'il manquait quelque chose. En regardant Messi à l'entraînement, il a eu une idée de génie. Messi était déjà une star avant l'arrivée de Guardiola, qui a brillé en tant qu'ailier droit avec quelques incursions au centre quelquefois. Mais Guardiola voyait plus grand. Il pensait que Messi pouvait devenir le pivot de son plan tactique. Un jour, après l'entraînement, Guardiola a fait à Messi une proposition qui allait changer l'histoire du football. Il lui a dit « Je veux que tu joues en tant que faux numéro 9 ». Cette conversation avec Messi a changé le football pour toujours et a fait de cette équipe de Barcelone la meilleure de tous les temps. Le poste de faux numéro 9 était un risque tactique. Messi devait commencer en tant qu'attaquant central numéro 9, mais il devait ensuite revenir au milieu de terrain, ce qui déstabilisait les défenses adverses. Les défenseurs étaient alors confrontés à un dilemme, suivre Messi et laisser de l'espace derrière eux, ou rester sur place et le laisser orchestrer les attaques. Dans les deux cas, Barcelone prendrait l'avantage. Mais il y avait des incertitudes. Messi n'a jamais joué ce rôle auparavant. Pourrait-il s'adapter au mouvement constant entre l'attaque et le milieu de terrain? Et comment cela affecterait-il son impact global sur le jeu? Au fil de la saison, les doutes se sont envolés. Messi a joué le rôle de faux numéro 9 avec une efficacité exceptionnelle. Sa capacité à s'enfoncer dans la profondeur, à récupérer le ballon et à se projeter vers l'avant a déconcerté ses adversaires. Les défenseurs avaient du mal à décider s'ils devaient le marquer ou garder leur position, ce qui créait des opportunités pour les autres attaquants du Barça. Le changement tactique effectué par Guardiola a permis à Messi de révéler tout son potentiel. Le petit Argentin ne se contentait pas seulement de marquer des buts, il contrôlait le jeu, créer des occasions pour ses coéquipiers et déstabiliser ses adversaires. C'est ainsi qu'est né le Messi que nous connaissons aujourd'hui.
le joueur qui allait devenir l'un des plus grands footballeurs de tous les temps. Mais Guardiola savait qu'un joueur seul ne fait pas une équipe. La véritable magie de cette équipe de Barcelone résidait dans la façon dont le nouveau rôle de Messi complétait les compétences de ceux qui l'entouraient. Et au cœur de tout cela se trouvait un trio au milieu de terrain qui pouvait contrôler n'importe quel match, face à n'importe quelle équipe. Mais comment un trio de joueurs plutôt petits et discrets a-t-il pu dominer le terrain à chaque match? Physiquement, ils n'avaient pas l'air d'être des monstres. Xavi, le plus âgé, 28 ans, était connu pour sa vision de jeu et ses passes, mais avec son 1m70, il était souvent sous-estimé. Iniesta, plus jeune de 4 ans et mesurant 1m72, il avait des dribbles brillants, mais n'avait pas la présence physique que beaucoup considéraient comme cruciale pour un milieu de terrain. Quant à Busquets, il n'avait que 20 ans. Il était très mince et il n'avait pas encore trouvé sa place dans l'équipe première. Mais Guardiola a vu plus loin que le physique. Il a compris comment leurs forces individuelles pouvaient se combiner pour donner quelque chose d'extraordinaire. La capacité de Xavi à contrôler le tempo d'un match était sans égal. La précision de ses passes dépassait souvent 90%, même dans les matchs les plus difficiles. Le contrôle rapproché et les dribbles d'Iniesta lui permettaient de se faufiler dans les espaces restreints et de créer des occasions là où il n'y en avait pas. Et Busquets, malgré son jeune âge, a fait preuve d'une compréhension tactique bien supérieure à son âge et son expérience, apportant une stabilité défensive et reliant la défense à l'attaque. À une époque où de nombreuses équipes de haut niveau privilégiaient les milieux de terrain puissants et box-to-box, Barcelone misait sur les compétences techniques et l'intelligence. Les gens se demandaient si ce milieu de terrain de petite taille pouvait tenir tête à des adversaires plus physiques. N'allait-il pas être écrasé par des joueurs plus grands et plus forts ? Contre Chelsea en Ligue des Champions, le milieu de terrain du Barça a fait tourner en rond ses adversaires qui étaient plus puissants physiquement, notamment Essien, Malouda, Lampard et Michael Ballack. Également, lors du Classico contre le Real Madrid, Xavi, Iniesta et Busquets ont contrôlé le jeu à tel point que les joueurs madrilènes ont semblé perdus sur le terrain. Ce qui rendait ce milieu de terrain si spécial, ce n'était pas seulement son talent individuel, mais aussi sa parfaite complémentarité. Positionnement et les passes de Xavi ouvraient des espaces qu'Iniesta pouvait exploiter. Les dribbles d'Iniesta attiraient les défenseurs, créant ainsi des couloirs de passe pour Xavi. Derrière eux, Busquets constituait un bouclier défensif et un point de sortie fiable, permettant à ses coéquipiers d'aller de l'avant sans crainte. Leur compréhension des mouvements des uns et des autres était presque télépathique. Il était presque impossible pour les adversaires de perturber leur rythme. Même lorsqu'ils étaient pressés, ils pouvaient sortir de cette pression grâce à des passes rapides, à une touche de balle qui laissait les défenseurs dans l'ombre. Tous les trois ont été formés à la Masia, où ils ont appris la philosophie barcelonaise dès leur plus jeune âge. Cette éducation commune leur a permis d'acquérir un langage commun sur le terrain, une compréhension qui va au-delà des mots. Le parcours du Barça en Ligue des Champions est sur le point d'atteindre un point critique. La demi-finale contre Chelsea s'est en effet déroulée dans des conditions extrêmement tendues. Après un match aller sans but au Camp Nou, le match retour à Stamford Bridge semblait bien difficile pour les Catalans. Ils étaient menés 1-0 et réduits à 10 après un carton rouge controversé donné à Eric Abidal. Mais à la 93e minute, Andrés Iniesta a tout bouleversé. Iniesta a reçu le ballon juste à l'extérieur de la surface de réparation et a envoyé un tir imparable dans la lucarne. C'était un pur drame footballistique avec les joueurs de Chelsea qui réclamaient furieusement un penalty juste avant le but du Barça. L'arbitre a ignoré leurs protestations et Barcelone s'est qualifié pour la finale grâce à ce but marqué à l'extérieur. La finale de Rome a opposé le Barça à Manchester United de Cristiano Ronaldo. Dès le début du match, Barcelone a dominé la possession du ballon, avec Xavi et Iniesta qui ont su organiser le milieu de terrain. Samuel Eto'o a ouvert le score très tôt, mais c'est Lionel Messi qui a marqué le but décisif. À la 70e minute, le petit Argentin a sauté au-dessus des défenseurs de Manchester United pour reprendre de la tête un centre de Xavi, un but qui semblait défier la physique. Ce match a montré l'impact de Messi dans sa nouvelle position de faux numéro 9. Ce deuxième but a mis en évidence le talent de Messi, mais aussi l'imprévisibilité que son nouveau rôle apportait à l'équipe. Barcelone a remporté la Ligue des Champions en jouant un football qui a complètement transformé le sport. Cette victoire a couronné une première saison incroyable pour Guardiola. Le Barça a réalisé un triplé historique, Liga, Copa del Rey et Ligue des Champions. Fin 2009, le Barça a marqué l'histoire en achevant une saison légendaire avec un sextuplé, en rajoutant la Supercoupe d'Espagne, la Supercoupe d'Europe et la Coupe du Monde des clubs. Ils sont devenus à l'époque le seul et premier club à accomplir cet exploit.
Cette équipe a conquéri l'Europe, mais son influence commence à peine à se faire sentir dans le monde du football. Est-ce qu'à ce moment-là, on venait d'assister à la naissance de la plus grande équipe de l'histoire? En 2009-2010, le Barça commençait déjà à montrer des signes d'amélioration par rapport à l'année précédente. Mais au niveau des trophées, cette saison a été relativement décevante par rapport à l'année précédente, qui avait été marquée par un triplé. Cette année-là, Barcelone ne s'est pas contenté de gagner des matchs, il a humilié ses adversaires. Il jouait un football d'un niveau qui laissait les adversaires se demander s'ils pouvaient même toucher le ballon. Ils ont terminé la saison avec 99 points en Liga, à 3 points seulement du Real Madrid. Mais c'est leur parcours en Ligue des Champions qui a attiré tous les regards. Barcelone a atteint les demi-finales, mais malgré sa défaite contre l'Inter Milan cette saison-là, la façon dont l'équipe a joué n'a jamais été vue jusqu'à présent dans le football. Mais la saison 2010-2011 a été celle du Barça cette fois. Cette saison a marqué la concrétisation de toutes les idées de Guardiola et a permis à l'équipe d'atteindre son prime. Avant le Classico de novembre 2010, le Barça venait d'écraser Almeria sur le score de 8-0. Cristiano Ronaldo, très confiant, a réagi en disant « Nous verrons s'ils peuvent marquer la moitié de ces buts contre nous ». Mais lorsque les deux équipes se sont rencontrées, les Barcelonais ont montré à quel point ils étaient au-dessus. Ils ont largement dominé le Real Madrid du début à la fin de la rencontre, en jouant un football parfaitement organisé et en conservant la possession du ballon. Barcelone a écrasé le Real Madrid 5-0 dans l'un des meilleurs matchs de l'histoire du football. Xabi Alonso, des années après cette défaite, a décrit cette soirée comme la pire nuit de sa carrière. Il a admis qu'à seulement 20 minutes du début du match, il ressentait une forte envie de rentrer chez lui, tellement la domination barcelonaise était accablante. En Liga, le Barça a été invincible et a terminé en tête du classement avec 96 points, à 4 points devant le Real Madrid. Mais ce qui a vraiment marqué cette saison, c'est son parcours en Ligue des Champions, encore une fois. Ils ont joué et gagné contre les meilleures équipes du monde, avec Arsenal en 8e de finale, le Real Madrid en demi-finale et Manchester United en finale. Une victoire 3-1 à Wembley qui n'a laissé aucun doute sur le fait qu'ils étaient la meilleure équipe de la planète. En 2012, Barcelone est devenue la référence du football dans le monde. Ils n'étaient plus seulement la meilleure équipe du moment, ils étaient aussi un modèle de jeu que tout le monde voulait pratiquer. Mais en mai 2012, Guardiola a annoncé qu'il quittait son poste d'entraîneur du FC Barcelone et laissait derrière lui une équipe à son meilleur niveau. Au cours des 4 années entre 2008 et 2012, Pep Guardiola a mené Barcelone à 14 trophées, dont 2 Ligues des Champions et 3 de la Liga. Le départ de Guardiola a marqué la fin d'une ère légendaire, mais son héritage reste inoubliable, bien qu'il ait gagné tout ce qu'il y avait à gagner. Guardiola a senti que l'équipe avait besoin d'une énergie nouvelle et de nouveaux défis. Il est parti, mais pas avant que son nom ne soit entré dans l'histoire comme l'un des plus grands entraîneurs de tous les temps. L'impact du Barça de Guardiola a été rapide et impressionnant. Dans toute l'Europe, les entraîneurs ont commencé à appliquer ce style de tiki-taka, qui met l'accent sur la possession du ballon et la rapidité des passes. Même les équipes qui n'avaient pas le même niveau de talent que Barcelone ont essayé d'incorporer certains de ces principes. Soudain, tout le monde voulait que ses milieux de terrain jouent comme Xavi et Iniesta et que ses attaquants se comportent comme Messi. Ce style de jeu s'est étendu au-delà du football professionnel. Les académies de jeunes du monde entier ont commencé à donner la priorité aux compétences techniques et à la compréhension tactique plutôt qu'aux caractéristiques physiques. Le succès de joueurs plus petits et plus doués techniquement, comme Xavi et Iniesta, a inspiré une nouvelle génération de footballeurs qui auraient pu être négligés dans les époques précédentes. Au fur et à mesure que la collection de trophées du Barça grandissait, le débat devenait de plus en plus animé pour savoir s'il s'agissait de la meilleure équipe de tous les temps. Les statistiques sont en tout cas impressionnantes. Sous la direction de Guardiola, le Barça a enregistré un taux de victoire de 72,32% en 243 matchs, inscrivant 618 buts et n'en encaissant que 178. Mais les chiffres ne suffisent pas à exprimer toute la beauté et la domination de cette équipe. Alors, comment cette équipe de Barcelone restera-t-elle dans l'histoire du football? Il ne s'agit pas seulement de trophées, même s'il y en a eu beaucoup, mais plutôt de la façon dont ils ont changé notre façon de voir le football, comme l'a dit l'ancien joueur de Barcelone, Albert Ferrer. Guardiola a créé la philosophie selon laquelle, si vous pouvez faire une passe facile, pourquoi feriez-vous une passe difficile? Cette simple idée a révolutionné la façon dont les équipes abordaient la possession de balle et le jeu de construction. Cette équipe inspire une génération de joueurs, d'entraîneurs et de supporters à voir le jeu sous une toute nouvelle dimension. Le Barça de Guardiola n'était pas seulement une équipe, c'était une révolution.
Est-ce que nous reverrons un jour une équipe comme celle-là? Difficile à imaginer. La vision de Guardiola, la Masia et des joueurs comme Messi, Xavi et Iniesta à leur meilleur niveau sont tous des facteurs qui sont difficiles à retrouver dans le futur. Comme l'a dit Pedro, l'un des héros oubliés de l'équipe, je pense que le football que nous avons vu, cette domination, ce football si attrayant, il est difficile que cela se reproduise. C'est pourquoi le Barça de Guardiola occupera toujours une place à part dans l'histoire du football. Alors si t'aimes le foot comme moi, tu devrais regarder la vidéo à l'écran maintenant. Tu vas aimer, c'est promis.